Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci d'être là et je vais être très brève pour commencer, d'abord parce que je reconnais des visages et que donc vous êtes déjà bien dans le cycle Capra et vous allez voir que en fait pour moi je tiens ce film pour l'un des plus grands films de Capra et que c'était vraiment un auteur parce que vous allez reconnaître beaucoup de choses que vous avez déjà vues avant, mais j'allais dire en mieux, enfin en tout cas de manière extrêmement accomplie à mon sens. Et puis je suis brève aussi parce que le film est long. Vous dire que ce film a été tourné à l'été 1939, voilà où on en est dans le cycle, qu'il est sorti, je l'avais noté, en octobre 39, et puis surtout, il est sorti en 42 en France. C'était, paraît-il, le dernier film américain autorisé, puisque vous savez qu'ensuite l'occupation a interdit la sortie de films américains, et donc voilà, les gens s'y sont précipités aussi pour ça. Vous avez vu la dernière fois Vous ne l'emporterez pas avec vous, avec James Stewart, donc le premier des rôles de James Stewart pour Capra. Ici, c'est son second rôle avec lui, et on le reverra 8 ans plus tard, presque 8 ans plus tard, dans La vie est belle, évidemment. Pourquoi est-ce que on est à un moment crucial du cinéma de Capra? Évidemment parce que son analyse de où en est la démocratie américaine et surtout sa façon de la mettre à l'épreuve va ici prendre la forme, enfin très littérale, d'une entrée à l'intérieur du Capitole. Voilà, que je trouve assez extraordinaire, et c'est pour ça qu'on avait inclus dans ce cycle le film de 1935 de McCarey, l'extravagant Mr. Ruggles. Pour ceux qui sont venus, vous vous souvenez que là c'était un Anglais qui testait le système américain. Là on est à l'intérieur, c'est un provincial, disons un rural presque, qui va, et surtout un très jeune homme qui va faire l'épreuve du système de la démocratie telle qu'elle s'exerce à la fin des années 30 aux États-Unis. Ce qui me fait penser à la phrase de John Cassavetes, le réalisateur mort à la fin des années 80, qui disait de Capra, que j'ai mise, je crois, en ouverture du petit texte du programme. Peut-être qu'il n'y a jamais eu d'Amérique, peut-être qu'il n'y a eu que Frank Capra. Et cette phrase me fait toujours à la fois rire, et c'est un vertige de penser que, en fait, oui, c'est vrai, on connaît l'Amérique à partir aussi des fictions de Capra, et je trouve heureusement. Donc, bon film, et à tout à l'heure. Et bien sûr, il y a encore Jean Arthur. Plusieurs choses d'abord que je ne vous ai pas dites. Vous avez compris, parce que je n'allais pas me lancer dans l'explication du détail de cette loi, de l'histoire du barrage, etc., avant que vous ayez vu le film. Ça s'inscrit un petit peu juste sur le contexte de ces deficiency bills, les subventions autour desquels se battent un peu Taylor et Payne. C'est évidemment tout ça les conséquences du New Deal de Roosevelt, qui a été réélu, qui est dans son deuxième mandat à ce moment-là, et qui a donc débloqué des fonds, fait passer des lois pour octroyer des fonds, mais évidemment qui dit subvention dit possiblement corruption pour plus ou moins détourner possiblement ces fonds. Bon, voilà, ça c'est juste pour au cas où c'était pas forcément très clair quand on le voit pour la première fois. Je dis ça vite, mais pour mettre un petit peu de contexte. Deuxième chose, le Sénat que l'on voit, c'est entièrement un décor, c'est-à-dire qu'il est entièrement reconstitué par le décorateur. C'est quand même exceptionnel. Je vous disais que la Columbia n'était pas l'un des studios les plus riches, et c'est plutôt l'un des grands studios le plus pauvre. C'est évidemment, ça sert absolument, c'est pas pour du pittoresque, c'est évidemment une certaine idée de la mise en scène, c'est-à-dire comment, pour Capra, il me semble, et si vous avez vu les films précédents, on en a un petit peu parlé, l'idée que les foules, les groupes, ce ne sont pas des masses. Ce sont des ensembles de gens, mais qui sont à chaque fois composés d'individus. Et je vous avais peut-être dit que Capra, il préparait les figurants. Il fallait que les figurants sachent, aient un geste particulier et toute une histoire, etc. Et là, c'est particulièrement visible dans les différents groupes, les journalistes, les touristes, les écoliers, les soldats qui passent.
etc. Et surtout les autres sénateurs. À un moment, il y en a un qui se frotte la tête comme ça. Enfin bon, voilà. Donc il y a cette idée à l'intérieur du Sénat que, évidemment, que le Sénat, ce qui est idéal pour Capra metteur en scène, c'est que c'est une scène. C'est-à-dire, vous vous souvenez comment commence le film? Il commence dans la coulisse. Il commence par la corruption. Il commence par des bureaux, par des discussions de bureaux. C'est pas très spectaculaire d'ouvrir un film là-dessus. Et pourtant, ça structure le film ensuite, cette alternance entre, disons, la coulisse et puis la scène très complexe dans son espace et dans ses différentes sections, le haut, le bas, les différents côtés, etc. Le président joué par Harry Carey, que vous avez peut-être reconnu, qui est, sans doute, peut-être pas, parce qu'il était surtout la star des films de John Ford de 1917 à 1919, donc quand c'était encore des films de court-métrage, et c'était un très très grand acteur du muet, très, très connu, très aimé, et c'est assez émouvant qu'il joue le président. Vous avez aussi peut-être reconnu, si vous avez vu d'autres films de Capra, notamment le président du tribunal de Mr. Deeds, qui joue le leader de l'opposition. Bon, bref, donc il y a une individualisation des personnages, et pourtant c'est un film avec énormément de travail sur le collectif, sur les différents groupes. C'est aussi ce qui fait sa longueur. Mais ce qui me touche, c'est le travail de Capra là à son meilleur. Enfin, apparemment, c'est un style très classique, donc voilà, très transparent, très fluide, qui s'accélère à la fin parce qu'il y a le filibustering et que donc l'action et le suspense s'accélèrent. Mais en réalité, oui, mais c'est le style classique à mon avis, à son meilleur. Et notamment, j'en veux pour preuve, puisque je vous parle des groupes et de l'individu contre le système, en un sens, contre en tout cas la partie du système qui est corrompue, qui est dominante, tous ces hommes là qui ont envie soit de dormir, soit de l'exclure. C'est quand même ce qui se passe dans le rapport d'échelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, des gros plans, il y en a, et je dirais on s'en souvient. Et on s'en souvient d'autant plus que le film est un film qui travaille ce rapport de l'un par rapport au collectif. On pourrait dire l'autre unité un tout petit peu plus grande que le un, c'est le couple, parce qu'il y a quand même l'histoire amoureuse en filigrane aussi. Mais donc, ce rapport d'échelle, cette idée que quand il y a un gros plan qui est fait, il n'est jamais gratuit. Enfin, c'est devenu... Le gros plan, ensuite, va devenir un petit peu la base. Mais là, on voit que ça signifie quelque chose. Or là, ce qui me frappe en le revoyant, à quel moment le gros plan surgit-il? Le premier gros plan qui surgit, c'est pour mettre en parallèle, par la même échelle de plan, le personnage joué par James Stewart et l'enfant. Vous vous souvenez, le petit garçon qui bégaye quand il vient lui offrir sa sacoche, et qui est, si je ne me trompe pas, le fils de Happy, le Hubert, le premier sénateur très pleutre comme ça, et qui est conseillé par son Sénat enfantin, disons, au début, qui est poussé à nommer Jeff au début. Et donc, en fait, il me semble qu'il y a une équivalence qui est posée à partir de là, dans l'émotion. C'est la première fois qu'on voit James Stewart là, en plus avec son visage très, très glabre, très, très jeune, très, très sensible. Il a une larme à ce moment-là. Il est ému, et il y a une reconnaissance qui se fait aussi par rapport à ce petit garçon qui bégaye, en fait. Et plus tard dans le film, on voit que lui, quand il prête serment la première fois, il a des difficultés aussi d'élocution. Et en fait, dans tout le film, il y a vraiment, je trouve, l'exploration profonde de cet homme-enfant qui était déjà, bien sûr, si vous avez vu Mr. Deeds, bien sûr que Gary Cooper était présenté comme ça, et bien sûr que Capra avait d'ailleurs projet pour ce film-ci d'embaucher Gary Cooper, mais ça n'a pas marché, avec le deal avec la MGM n'a pas marché. Et donc il a pris James Stewart, qu'il aimait beaucoup, avec qui il venait de tourner. Mais en fait, c'est beaucoup mieux, James Stewart, parce que, écrit plus tard Capra, lui, vraiment, on sent qu'en plus, il pense, tandis que Gary Cooper, oui, il peut jouer l'innocent, mais on sent qu'il n'y a pas un intellectuel derrière. Et de fait, c'est vrai, James Stewart vient du théâtre, mais du théâtre qu'il a fait à l'université. Enfin, c'est aussi un intellectuel, et on le sent très fortement. Mais il tient
le film tient cette mise en rapport de Stewart enfant, homme-enfant aussi, dans son rapport aux femmes, bien sûr, son rapport avec sa mère, les confitures, les pigeons, tout ça. Et bien sûr que c'est une initiation de cet homme-enfant, mais je pense que c'est beaucoup mieux exploité d'une certaine façon, parce qu'il y a aussi l'idée que les enfants, comme contre-pouvoir, sont là du début à la fin. Les petits-enfants donc, de ce sénateur au début, et puis ensuite les pages à l'intérieur du Sénat et tout ce travail, et bien sûr les enfants qui lisent, les lecteurs du journal de James Stewart. Donc je trouve qu'il y a une cohérence à la fois narrative, visuelle, etc. Et à la limite, je trouve que le personnage du président du Sénat, pourquoi est-ce qu'il est tout le temps en train de rigoler, à la fin il mange un chewing-gum, etc. Je pense qu'il y a une mise en rapport, et aussi par les échelles de plan, de Stewart avec cet homme-là, comme une sorte de chaîne d'enfants, si vous voulez, à tout âge. Donc il est plus âgé, mais ce n'est pas la figure paternelle qui est l'espèce de mauvais père, hein, qui est joué par Claude Rains, que vous avez peut-être vu dans, enfin je dis Rains à la française, mais il était anglais et est devenu américain, que vous avez peut-être vu un peu plus tard. Si vous vous souvenez de son visage, sans doute, c'est à cause des Enchaînés d'Hitchcock. C'est le méchant si vous voulez, c'est le nazi des Enchaînés d'Hitchcock. Voilà, on reparlera peut-être de cette fin où il pète un plomb totalement, et où c'est un peu le Deus ex machina. Son aveu, bien sûr, c'est l'une de ces fins dont vous pouvez vous dire, disons à bon droit, c'est quand même un petit peu un forçage narratif. Dans la vraie vie, sans doute qu'un sénateur corrompu, malgré tous ces tiraillements, ne viendrait pas avouer, mais bon, ça, on peut en reparler. Mais en tout cas, je trouve que ce rapport à l'enfance est vraiment, c'est pas juste quelque chose de pittoresque pour dire, tiens, il est encore un peu jeune, etc. C'est quelque chose qui est très travaillé dans la mise en scène. Mais je voudrais assez rapidement vous demander si vous avez des remarques, des questions. Il y a beaucoup de choses à... Oui, peut-être j'ai vu une contradiction quelque part, mais peut-être vous allez m'aider à la lever si ce n'est pas une contradiction. À un moment donné, James Stewart, dans un discours un peu enflammé, il oppose la loi de la jungle, le coup de poing à la loi. Oui. Et lui-même, oui, quand on le contrarie, il peut passer pour un sénateur un peu simplet qui fait qui imite des cris d'oiseaux, mais il n'hésite pas à aller dans la rue, à donner le coup de poing parce qu'on s'est moqué de lui. Alors là, j'ai repéré cette contradiction. Oui. Et puis pendant que j'ai le micro, après je laisse. J'ai entendu dans la presse il y a quelques jours qu'un sénateur du New Jersey, Cory Booker, je crois, a battu le record 25 heures. Qui datait de 57, de 24 heures, voilà. Donc il y a une petite concomitance dans l'apparition du film. Je croyais que vous alliez dire donc le film est caduque. Non, pas du tout. Et là, la réalité a dépassé la fiction. Enfin, la contradiction là que j'ai relevée, voilà. Alors sur l'idée que, évidemment, quand on entend ce mot coup de poing, on se dit attendez, mais lui aussi, il a mis plein de coups de poing aux journalistes au début. Mais c'est très important, je pense, que tout le film, pour moi, le film raconte ça. C'est pas juste l'initiation, c'est pas juste quelqu'un qui grandit. Ce serait trop. Enfin, évidemment, la moitié des films, c'est ça, hein, c'est un récit d'initiation du personnage. C'est beaucoup plus précis là. C'est justement l'histoire de quelqu'un qui accède à la parole. Mais pleinement. Vous avez déjà vu ça avec Deeds dans son procès. Mr. Deeds, vous avez vu, il veut pas se défendre, il veut garder le silence, et ça risque de le mettre vraiment en délicatesse. Enfin, il peut être condamné très gravement, et finalement il prend la parole, et là il est absolument virtuose dans la façon dont il prend la parole. Là, c'est étendu à tout le film, et de manière beaucoup plus en beaucoup plus d'étapes et de manière plus précise. Pourquoi ? Parce que ce Jefferson Smith, et vous aurez remarqué qu'évidemment il s'appelle Jefferson de son prénom et Smith comme l'homme de la rue, donc à la fois le grand homme de la Constitution et enfin de la Déclaration d'indépendance, le rédacteur de la Déclaration d'indépendance, le président Thomas Jefferson, et Smith, donc voilà, l'homme de la rue, le titre français du prochain film qu'on montrera d'ailleurs.
Il arrive et en fait, il est plein. Vous remarquez au début, il n'est pas question au début ni de coups de poing, il est question de monuments. C'est-à-dire qu'en fait, il a une imagerie très très forte. C'est-à-dire que pour lui, la démocratie, l'Amérique, la politique, c'est d'abord le monument. Hein, vous vous souvenez, d'ailleurs, il est quasiment personnifié. Je l'ai vu, il est là, il est dehors, il nous attend, etc. Bon. Et il y a cette séquence ce qu'on appelle séquence de montage, séquence en accolade, donc de défilé de tout ce qu'il voit à travers les fenêtres du bus et qui sont à chaque fois, je ne vais pas vous les détailler, mais évidemment, il y a toute une liste de lieux. Si vous connaissez les États-Unis ou l'histoire américaine, c'est évidemment toutes les valeurs de l'Amérique, la déclaration d'indépendance, la Constitution, etc. Qui sont donc quoi? Des monuments, je le disais, et aussi des mots, mais des mots gravés dans la pierre. Or, en fait, lui, c'est un homme de l'écrit. C'est quand même quelqu'un qui a un journal, même si c'est un petit journal pour garçons, peu importe. C'est un homme de l'écrit, c'est un homme qui répond par des lettres, qui veut faire ses lettres, il veut faire sa correspondance, etc. Donc deuxième chose, les monuments, l'écrit. Et en fait, le film progresse vers une prise de parole incarnée. C'est un peu comme chez Platon, quand Platon dit que les écrits, s'il n'y a pas quelqu'un pour les porter, en fait, ça peut être, comment dire, ils peuvent être trahis, ils peuvent être mal interprétés, etc. Et dans le film, c'est ça, c'est-à-dire qu'il arrive, non seulement il va prendre la parole, mais évidemment, il va d'abord apprendre les codes, comment on prend la parole à l'intérieur du Sénat. Donc le film est didactique aussi pour ça, parce que lui-même, on lui explique, même le petit page lui explique qui est qui, etc. Et puis bien sûr, sa grande formatrice, c'est un peu jouer la mère contre le père dans ce film. Et donc elle est d'abord babysitter, elle est ensuite mère, et puis ensuite seulement dans un troisième temps, elle sera son amoureuse. Et on voit d'ailleurs le passage, le point de bascule, à partir du moment où elle le regarde non plus comme un petit garçon dont elle est l'institutrice d'une certaine façon, mais comme une amoureuse. Et là encore, ça se fait par un passage de gros plan. Mais ce que je veux dire, et en quoi c'est la réponse à votre idée de contradiction, c'est qu'il y a toute une progression. C'est-à-dire qu'au moment où il croit en ses idéaux, ses principes, ses grandes valeurs de l'Amérique, mais comme des pierres, comme de la pierre, comme quelque chose de figé, c'est là où il est prêt à faire le coup de poing. Mais ensuite, quand il apprend les codes, on dirait aujourd'hui, il apprend non seulement à prendre la parole, à pas trembler, il pose sa voix, mais aussi il apprend comment cette parole, elle peut avoir une force performative politiquement. Comment cette parole peut avoir le droit d'avoir un effet sur le monde extérieur. Ça, c'est très important parce que le Sénat nous est montré comme quelque chose de clos, avec ses règles, le quorum, tout ça, le filibuster, c'est-à-dire l'obstruction parlementaire et tout ça. Mais en fait, lui se souvient bien que il y a un double mouvement, c'est-à-dire que les hommes corrompus qu'on voit dès le début, eux, ils veulent ramener dans le Sénat leurs intérêts extérieurs. Donc il faut qu'ils amènent sur la scène du Sénat pour faire des lois à partir de leurs intérêts dans le monde, dans la vie extérieure. Lui, je dirais que c'est le mouvement inverse, c'est un mouvement centrifuge. Et donc c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent, c'est comment parler, comment incarner cette parole pour que cette parole ensuite elle puisse sortir de ce lieu. Et c'est là où c'est assez génial d'avoir eu cette idée que pendant du montage, disons alterné, pendant le filibustering, qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de la presse et comment en plus d'être empêché par certaines personnes à l'intérieur du Sénat, à l'extérieur, les journaux eux-mêmes sont empêchés. Donc vous voyez que tout le film, je vous réponds pas à propos seulement du personnage, où ce serait une contradiction qu'il parle de coup de poing, mais lui-même il l'a fait, le coup de poing, mais c'est parce qu'il a évolué. Alors très vite, d'une certaine façon, dans la durée du film, mais c'est très pensé dans l'évolution du récit et de la mise en scène. Donc quand il parle de coup de poing à l'intérieur du Sénat, lui, il a déjà évolué, il n'est plus dans ce rapport uniquement physique ou un peu comme ça sauvage, qui était pas malin du point de vue
de la tactique. Évidemment qu'il s'est fait piéger, exactement comme Cary Grant. Ça ne vous rappelle pas d'ailleurs, bien plus tard dans La mort aux trousses, la photo, quand le type est pris comme ça avec un couteau et que la presse le prend et que du coup il est framed, hein, c'est-à-dire il est piégé et c'est l'image qui donne une impression de... Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire dans ma réponse? Elle est très contournée, mais c'est pour vous dire aussi que je pense que c'est l'intérêt principal du film, cet accès à la parole, cette incarnation de la parole. Jusqu'évidemment, et c'est aussi ça que je trouve assez génial, même si on peut dire c'est tellement christique, c'est tellement évidemment christique comme parcours. Mais ce qui est assez génial, c'est qu'il faut parler pendant plus longtemps que la moyenne, faire un marathon, sauf que la fin, c'est-à-dire ce qui provoque le fait qu'il gagne, ce n'est pas qu'il parle, ce n'est pas le contenu de ce qu'il dit, c'est qu'il arrête de parler parce qu'il s'évanouit. C'est-à-dire qu'il porte tout ça dans son corps, il faut que cette parole elle soit complètement incarnée, sauf que c'est sa défaillance totale de son corps qui fait que enfin l'autre se mette lui à parler, et c'est un peu un procédé shakespearien, à la Hamlet, vous savez, on en avait parlé parce que Lubitsch aussi il se rappelle de ce moment dans Hamlet où il s'agit de faire jouer une petite pièce, la souricière, pour que l'assassin de son père n'en puisse plus finalement de voir représenter, n'en puisse plus de culpabilité et se mette lui-même à parler. Alors bon, je ne sais pas si à la fin, là, ce Claude Reims un peu complètement foufou avec ses cheveux complètement échevelés, si ça passe ou pas auprès de vous. Mais je pense que pour moi, ça passe pour une raison qui est une raison moins psychologique ou réaliste du point de vue social de ce que ferait un élu corrompu, mais avec des vieilles valeurs un peu de loyauté, d'amitié, etc. C'est plutôt, je trouve que c'est justifié rythmiquement dans le film. Comme le film s'est accéléré et qu'il y a un côté presque hystérisé comme ça de ce qui arrive à la fin, le type qui s'évanouit, on perd sa voix, on s'évanouit, etc. C'est pas si fou que lui-même, ça le rende fou au point qu'il avoue, il me semble. Donc c'est quand même un travail, d'une certaine façon, de vitesse, d'accélération auquel Capra est assez fort, finalement, sous des airs de cinéaste très classiques. Je reviens au début du film, où on cherche un nouveau sénateur, et il croit avoir trouvé un. Et après, donc finalement, c'est Smith qui est pris. Il est pris parce qu'il voit qu'il est naïf, que c'est leur homme, et il le préfère à leur choix premier. Et avec ça, je compare ça avec la tragédie grecque, où, à l'avant-dernier acte, il s'offrait une solution pour s'en sortir du problème, et qui justement, cette opportunité qui s'offre va emmener le héros vers la perte. Et là, cet homme qu'ils ont choisi, c'est la solution, c'est notre homme qui va causer la perte de leur projet malhonnête, etc. D'accord, donc on commence à la fin d'une tragédie, d'une certaine façon. Alors, vu toute proportion gardée de loin, mais je veux dire, il y a une offre qui semblait être parfaite, et surtout c'est notre homme, on va l'utiliser, et cet homme finalement les conduit à l'échec de leur projet, et évidemment, sans doute avec des conséquences juridiques, etc. Et je voudrais terminer sur le génie de Capra, qui nous rend heureux de voir un film comme ça, de voir que la justice a gain de cause, et ça, c'est merveilleux. Voilà.
Oui, alors je ne veux pas, comme on dit, doucher votre parade sur votre optimisme dans votre deuxième point. Bien sûr qu'il y a quelque chose de très satisfaisant, c'est-à-dire que s'il finissait simplement à s'évanouir et le film finissait comme ça, et l'autre n'avouait rien, ce serait vraiment terrible. Donc il y a une beauté quasiment mathématique aussi dans l'écriture, de trouver une solution. Mais je pense qu'on on accepte d'autant plus cette espèce de coup de force un petit peu final dont je parlais, et cette résolution heureuse, que Capra a mis des choses en réalité très dures. Et je voulais juste attirer votre attention, puisque vous parlez de tragédie, sur le fait qu'on commence le film avec une mort, avec l'annonce d'une mort téléphonique, vous vous souvenez, qui se répand, c'est-à-dire que le sénateur qu'il va finalement remplacer est mort. Et je dirais même une double mort, puisque dans la scène relativement longue par rapport au reste, qui pourrait être juste une scène d'exposition et qui est plus long que ça, il y a cet échange, vous vous souvenez, dans le train, entre Jefferson Smith et Payne sur le père mort. Et on raconte carrément comment le père est mort. Et comment, en fait, il a payé très cher le fait de tenir tête à des gens qui étaient dominants et qui avaient les moyens de le faire taire, qui sont allés jusqu'au bout et qui l'ont assassiné. C'est même très étrange, il me semble, quand on voit le film pour la première fois, on se dit, non mais j'ai peut-être mal compris, le type a dû se suicider, parce que c'est quand même énorme, je veux dire. Voilà, on a l'impression que les États-Unis, c'est le lieu des assassinats politiques permanents. Quand on écoute ça, c'est étrange. En tout cas, le film commence par ces deux morts, et puis il y a, à mon avis, une sorte d'écho à la fin, quand James Taylor essaye d'arrêter à tout prix, et il y a plusieurs fois où on voit les enfants accidentés. Et voilà, et donc on se dit, ça ne nous est pas dit, mais je veux dire, il y a peut-être mort d'hommes, enfin mort d'enfants aussi. Donc en fait, je trouve que Capra va effectivement très loin, mais on l'a vu ça dans ses autres films, dans quelque chose de vraiment très noir, quoi. Y compris quand c'est apparemment... Voilà, c'est pas, je veux dire, on porte pas le deuil du mort du début pendant tout le film, c'est pas ça. Mais malgré tout, ce sont des éléments qui rendent très, très grave tout ce qui se passe d'une certaine façon. Il y a, me semble-t-il, une absence de gratuité, on pourrait dire, dans son cinéma. Il trouve un bon dosage entre ce qui pourrait être trop discursif sur, attention, l'Amérique risque d'être entièrement corrompue, etc. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus ludique, justement, avec cette introduction aussi de l'enfance. En fait, on voit bien que l'enfance, c'est ramener l'Amérique à ses principes de départ, à ses principes premiers, mais comment faire, justement, si on n'a pas cette personne qui est prête à les soutenir jusqu'à s'en évanouir, quoi, jusqu'à aller très très loin et à tout perdre. Parce que il a aussi perdu Susan Payne, par exemple. Il a perdu le lien, il a perdu son père de substitution, finalement, puisque le sénateur Payne devait être le substitut paternel. Il a perdu la plus belle fille qu'il avait rencontrée en arrivant, etc. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'on sent quand même qu'il y a... moi, ce que j'aime et ce qui fait que c'est un film de style classique, voilà, c'est aussi cet équilibre entre ce qu'il peut y avoir de tragique, on va dire, potentiellement, ou même de funèbre, de grave, de grandiloquent, et des choses très, très infimes, très petites, le type qui mange le chewing-gum, voilà, le petit badge qu'il va mettre sur le page, et tout ce rapport de miniaturisation, finalement, avec les enfants, mais en miroir. Il me semble que Riskin n'est plus scénariste dans ce film-là. Ils se sont fâchés alors ou non? Alors non, Riskin est parti dans mon souvenir à la MGM, où oui, je crois que c'était à la MGM, faut vérifier. Mais surtout, Sidney Bookman, intéressant, c'est bien que vous en parliez, parce qu'il était communiste, rooseveltien. Or, finalement, c'est assez intéressant de voir que c'est pas forcément anti-Roosevelt, mais il se trouve que l'affaire dont il est question, on voit bien que c'est un dévoiement de la politique rooseveltienne. C'est-à-dire que les États essayent de comment on appelle ça, s'arroser, quoi, se servir sur... Mais donc c'est intéressant, puisque finalement,
d'une certaine façon, comme avec Riskin, il a un scénariste qui est plutôt pas du même bord politique que lui, Capra, qui est beaucoup plus conservateur. Sauf que il y a un certain populisme en fait, en réalité. C'est pas une histoire de conservateur ou pas. C'est qu'il y a un terrain où la gauche et la droite peuvent se retrouver chez Capra, et c'est dans un populisme, alors qui va pas, à mon avis, jusqu'à la démagogie, mais qui est cette idée là dans le film qu'à un moment il faut que les représentants du peuple soient le plus le peuple. Donc comment faire? Parce que le film montre très bien que c'est un métier, malgré tout, d'être sénateur. Qu'il y a des codes, comme je disais, qu'il y a toute une organisation, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'on peut pas, que ça prend du temps. C'est ce qu'elle explique aussi, Saunders. C'est vous allez écrire votre loi, puis ensuite, voilà, il faudra tant d'années pour qu'elle arrive là et qu'elle soit... Donc, en fait, à la fois, je trouve que le film montre que c'est un métier, et à la fois, il faut que ce métier ne soit pas complètement lettre morte. Et donc, il faut qu'il y ait des gens... Il faut que le peuple fasse son entrée. Donc, là, c'est cette idée... Oui, moi, il n'y a pas que moi qui le dit. Cette idée proche d'une idée populiste. Que ça ne suffit pas que le peuple ait des représentants. Il faut que ce soit vraiment... des gens du peuple qui est... Alors, ça passe par plein de choses. Rendre poreux cet espace qui apparemment ne l'est pas, qui est vraiment une élite. Voilà, les télégrammes, la presse, il y a plein de façons de faire que ça communique entre l'intérieur et l'extérieur, mais c'est pas si facile du point de vue de la mise en scène d'un film de le montrer dans un temps... réduit, quoi. Et là, vous parliez de communisme. Alors justement, dans le macartisme, après, tous ces gens-là, quel rôle ils ont eu, Capra, tout ça, revoir Riskin, voir les acteurs. Dans le macartisme, ils l'ont passé comment, le macartisme? Non, j'avais lu ça, mais j'ai un peu oublié l'histoire de comment il s'est comporté. Comment il s'est comporté, Capra. Lui, il n'a pas eu de problème, alors si vous dites qu'il est conservateur. Non. Mais par contre, Riskin, comment lui s'est comporté, je me demande s'il n'était pas à un moment président de la guilde, de l'association des réalisateurs. J'ai lu ça, mais je me replongerai dans les différents livres, notamment sa biographie, et non pas son autobiographie, n'est-ce pas? On ne va pas lui demander rétrospectivement, on va plutôt regarder dans la biographie qui est plutôt très bien faite. Mais justement, merci pour cette question, et revenez la prochaine fois. Vous n'êtes pas là dans 3 jours pour le prochain film, samedi, non? Non, parce qu'on sera dans un tout autre univers, vous verrez, pas du tout dans la vie politique des États-Unis, dans Arsenic et Vieille Dentelle. C'est vraiment un petit théâtre, complètement différent. Mais sur cette idée de... Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que dans le film, il y a une commission d'enquête. Vous aurez remarqué qu'il y a la commission d'enquête qui essaye de faire condamner avec les faux papiers, les fausses signatures et tout ça, qui est demandée à l'intérieur. Comme tout passe très vite, on se rend pas forcément compte, mais il y a ça. Et comme par hasard, cette commission d'enquête, elle n'est pas du tout honnête. Enfin, elle est une façon de traquer l'innocent. Donc voilà. Alors un point intéressant, c'est à un moment donné la relation avec Lincoln, une sorte de dialectique silencieuse entre le personnage principal et Lincoln. Et ça, c'est très fort en fait dans le film, parce que c'est en trame de fond, sur toute la durée du film, c'est ce rapport avec un des pères fondateurs finalement de l'Amérique et un des présidents les plus respectés, qui avait une personnalité très particulière quand on la connaît. Donc cet aspect, il est très très intéressant à décortiquer, on pourrait y passer des heures en fait. C'est le premier point. Le deuxième point, vous l'avez évoqué, il y a quand même une volonté pédagogique, parce que quand Jean Arthur lui explique le processus pour déposer un projet de loi, elle décrit tout le processus, avec toutes les étapes, avec toutes les implications et avec le timing. Donc moi, je me pose la question de savoir s'il n'avait pas une volonté pédagogique vis-à-vis du public, finalement pour mieux comprendre les institutions américaines,
Donc il fait un effort pédagogique, il a une volonté derrière ça. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et le troisième point, évidemment, on observe que la violence du monde politique, même s'il y a des rires, à un moment donné, des sourires, il y a une histoire d'amour à la fin, cette violence politique, finalement, fin des années 30, aujourd'hui, c'est la même, avec des outils différents, certes, mais ça reste la même. Les puissances d'argent, les tractations entre hommes politiques et les réseaux d'affaires, et finalement, entre 1939 et 2025, il n'y a pas tellement de changement au niveau de la nature humaine. Voilà ce que je voulais faire remarquer. Oui, sur ce troisième point, d'ailleurs, j'avais été tentée, mais on n'a pas le temps de passer des extraits parce que le film est très long, mais de vous amener un extrait de l'assaut du Capitole. Parce que, est-ce que ça ne fait pas quand même quelque chose de voir le Capitole et Washington, et puis de se souvenir qu'il y a quand même que quelques années, le 6 janvier 2020, je me trompe peut-être, voilà, les gens rentraient dans le Capitole. Alors j'ai recherché un peu les images. En fait, il n'y a pas beaucoup d'images de l'intérieur. Mais bref, ça m'a fait penser à ça. Vous parliez de malversation beaucoup plus large, mais il y a quelque chose aussi, je veux dire, de l'incarnation du bâtiment lui-même et de ce que ça fait de voir ça. Alors juste sur votre premier point par rapport à Lincoln, vous avez tout à fait raison, et je disais cette mise en rapport par exemple de Jeff Smith et des enfants, puis de Jeff Smith et le président, le lien qui se noue entre eux dès qu'ils prêtent serment en fait, et parfois contre les autres sénateurs, contre le bruit que font les autres, etc. Ça fait partie d'une série de mises en regard, disons de bons et de mauvais modèles, ou de vrais et faux modèles, avec, on pense dans la scène du train que ça va être un adjuvant, le sénateur Payne. Ça aurait pu, ça pourrait, et même c'est quelqu'un qui n'a pas un mauvais fond, etc. Donc ça pourrait, tout le film est un peu construit là-dessus, et d'une certaine façon, Abraham Lincoln, s'en est un aussi. Il est aussi mis en regard comme ça, et a fortiori parce qu'il choisit l'acteur le plus longiligne quand même qui existe, avec des jambes beaucoup trop longues. Et vous vous souvenez, la première fois qu'il arrive au mémorial, il y a les colonnes comme ça, et lui est à côté. Ils sont du même. D'ailleurs, oui, le physique de Lincoln et le physique de James Stewart, c'est le même. Oui. Ils ont quasiment la même taille. Oui. Et ils ont quasiment le même physique à plus de 100 ans près, mais c'est la même chose. Donc il y a quand même quelque chose, c'est un miroir. Oui, complètement. Et d'ailleurs, quand John Ford fait Vers sa destinée, Young Mr. Lincoln, donc sur l'histoire de comment ce petit avocat de province est devenu le président des États-Unis, il prend Henry Fonda, qui était un ami de James Stewart. Je me demande s'ils n'ont même pas partagé un logement ensemble pendant un moment. Et voilà, il y a plein de jeux dans Young Mr. Lincoln sur le fait qu'il allonge ses jambes, il a des jambes trop longues, etc. Et bien sûr, dans ce film-ci, il y a une mise en rapport aussi. Bien sûr, c'est pour le contenu et ce qu'a fait Lincoln, mais il y a la petite pique que lance Suzanne Payne en disant, lui, c'est Honest Abe, c'est-à-dire vraiment, voilà, il pense pas du tout à mal, et il pense pas à l'amour, il pense à des grands principes. Et puis il y a une mise en relation de son arrivée au mémorial avec cette très belle scène aussi, qui est toute en blanc, qui est toute blanche avec les colonnes blanches, etc. Et puis c'est mis en contraste évidemment avec le moment où il sort du Sénat avec ses valises, et où c'est la nuit, et où il est complètement découpé en contre-jour, un peu comme Gary Cooper quand il est à la prison avant même son procès, et qu'on le voit comme ça le long devant une fenêtre, et où heureusement, parce que le personnage de Saunders est évidemment très important pour justement faire que les mots soient pas lettres mortes, et à nouveau elle repompe la machine à pouvoir faire du sens, et à faire que les mots et que l'action d'Abraham Lincoln, c'est-à-dire l'histoire des États-Unis, ne soit pas lettre morte, et soit moteur d'action pour lui. Et je trouve que c'est aussi un très beau personnage pour ça. Donc oui, Lincoln, mais Lincoln avec un petit peu d'aide. Une dernière chose justement à propos du choix de l'acteur, c'est Gary Cooper qui aurait dû être choisi, donc c'est James Stewart, et je pense que c'est un très bon choix. Pourquoi ? Même si parce que Gary Cooper est beaucoup plus beau. Et je pense que la beauté de Gary Cooper aurait capté beaucoup plus de choses et aurait rendu le film totalement différent. On se serait beaucoup plus axé sur cette forme de mystique qui est liée un peu au regard de Gary Cooper. Et James Stewart est plus innocent dans son regard, en fait.
Et donc je pense que quelque part ça a servi le film, que ce soit James Stewart qui joue, et non pas, ça c'est mon avis personnel, et non pas Gary Cooper. Oui, et j'ajouterais 2 choses. Donc je disais quand même le côté intellectuel aussi de James Stewart a plu, en tout cas il a senti ça, Capra, il est quand même très très bon pour ça. Et n'oubliez pas que c'est un film à texte, quoi. Enfin, c'est vraiment un film où il faut porter justement cette parole, il faut que ce soit convaincant quand il plaide comme ça. Je suis pas sûre que Gary Cooper, qui est très bon dans Deeds et qui le fait très bien dans Deeds, là il y a vraiment tout un texte encore plus long, et c'est vrai que, mais vous avez raison que cette beauté nous aurait peut-être distrait de quoi? Distrait d'abord de tout ce rapport à l'enfance, mais aussi ce rapport, je dirais, alors là c'est un peu avec le féminin, ou une forme de féminité qu'a James Stewart, dans le sens où il faut surtout pas que le héros soit associé avec un virilisme. Voilà, c'est pas un cinéma du héros viril, le cinéma de Capra, et au contraire il faut que, pourquoi aussi parce que sinon la relation amoureuse est moins intéressante. Je pense s'il a un homme trop viril, ça va pas fonctionner avec Saunders, qui elle est aussi viril. Donc il faut que, à mon avis, Capra il cherche dans la relation amoureuse un homme un peu féminin et une femme un peu masculine. Et c'est comme ça que ça marche. On pourrait comparer ça à Hawks, par exemple, mais c'est plus brutal chez Hawks, ce dosage-là. Là, c'est très beau, c'est parfait. La scène où elle joue avec Deeds, où il n'y a pas James Stewart, mais où elle joue l'espèce de colère un peu saoule, comme ça, quand elle dit « oui, d'accord, on va se marier, d'accord, on se marie », etc. C'est une assez longue scène, et Capra admirait beaucoup Jean Arthur d'avoir réussi à jouer cette scène, sans tomber dans des clichés sur l'ébriété, etc. Donc, c'est aussi l'art de Capra, c'est aussi de trouver le dosage entre les acteurs. C'est pas seulement tel ou tel acteur, mais comment ça va fonctionner entre eux. Et je trouve que là, ça fonctionne particulièrement bien entre Jean Arthur et Stewart, comme ça avait d'ailleurs fonctionné dans le film précédent. Vous ne l'emporterez pas avec vous. Vous vous souvenez au début cette scène au téléphone, où ils sont tous les deux près du téléphone. Pour aller dans le sens de ce que vous disiez, il me semble qu'il y a des récurrences dans le cinéma de Capra, au moins dans les films qu'on a vus. Le héros, qui est un peu niais, subit une séduction dans un premier temps d'une jeune femme frivole, coquette, d'un milieu plus aisé. Et en fait, il y a une autre femme qui le prend en charge, qui veille sur lui, qui l'accompagne, mais il met vraiment beaucoup de temps à se rendre compte qu'il est amoureux. Parce qu'il y a toujours, et ça recoupe ce que vous disiez, madame, c'est-à-dire c'est la femme qui aime d'abord. Et lui, il passe de la séduction, qu'il subit, à l'amour qu'il découvre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis d'accord, à ceci près que j'ajouterais qu'il faut bien penser que se passe aussi un processus du côté du personnage féminin. Sinon, justement, ce serait comme la plupart des films, c'est-à-dire où tout est sur le personnage masculin et où le personnage féminin est vraiment une sorte de la salade qui va avec le steak. Enfin bon, je sais pas comment. Et en fait, là, ce qui se passe chez les personnages féminins de Capra, donc que ce soit ceux joués par Stanwyck qu'on a vu ou ceux joués par Jean Arthur, c'est que justement, à mon avis, ce sont des instances de l'auteur. Ce sont des, si vous voulez, il délègue son statut d'auteur et de metteur en scène au personnage féminin. Et donc aussi sa tentation de cynisme. C'est aussi pour ça que ce sont des femmes urbaines, expérimentées, des écrivaines, des journalistes, ou bien elle n'est pas journaliste, elle est secrétaire, secrétaire de haut vol et qui sait tout, qui connaît tous les rouages, qui connaît l'histoire de la corruption de Willow Creek, etc. Donc c'est une instance, en fait, du metteur en scène. C'est ça qui en fait aussi un personnage très important. Et voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours chez Capra cette tentation du cynisme. À force d'être du métier, à force de tout connaître les ficelles, on connaît aussi le pire
de ce qui est possible, et donc le danger il est pour soi de se laisser soit acheter parce qu'elle dit bon bah voilà, moi comme ça je vais me prendre un petit pot de vin là pour finir, je pars à la retraite avec ma garde-robe renouvelée et puis démerdez-vous. Bon, ça c'est le cynisme pas très méchant, mais voilà. Mais dans les autres films, il y a des choses beaucoup plus importantes, évidemment. Il y a toujours... D'abord, cette femme, elle n'est pas tout de suite amoureuse de lui. Elle est d'abord dans la condescendance maternante. Et puis ensuite, quelque chose bascule. Et ce que je veux dire, c'est que si quelque chose bascule, c'est qu'elle cherche ça. Et ça, on l'a vu aussi dans New York, Miami, hein, quand elle a besoin de ce type un peu qui parle de la lune et de la rivière. Donc il y a toujours chez la femme aussi cette recherche-là. Voilà, c'est ça que je nuancerais. Bon, bah en tout cas, merci de votre patience. Merci beaucoup, Charlotte. Et pour les amateurs de Gary Cooper, il revient, et Barbara Stanwyck aussi la prochaine fois pour L'homme de la rue.